Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons faire un large tour de l'actualité alors que la fin de saison approche à grands pas. On va également faire le bilan de la saison des joueurs français pour terminer en fanfare avec Tony Parker qui va de nouveau écrire l'histoire du basket tricolore en étant le premier à faire son entrée au Hall of Fame. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de saluer Charles. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Charlie, dans une semaine, c'est la fin de la saison, le 9 avril précisément pour les derniers matchs. Et ça galope encore dans les classements des deux conférences, notamment concernant le play-in. Il y a rien qui est vraiment calé pour l'instant. D'ailleurs, je préviens les auditeurs dès maintenant, la semaine prochaine, le podcast ne sera pas disponible probablement le vendredi, mais je vais probablement enregistrer le 10 avril, le lundi de Pâques, pour faire un point justement sur le play-in, parce que je pense que ça va se jouer jusque dans les derniers jours, et ça permettra un petit peu de préparer, d'analyser les match-ups qui vont avoir lieu. Voilà. En attendant, donc Charlie, toi, je t'ai proposé aujourd'hui de faire un podcast un peu original, dirons-nous. Voilà, on va faire toi et moi un petit tour de l'actualité qui est assez riche ces derniers jours. Je t'ai envoyé la liste des sujets dont on va parler. Donc on va parler un peu de tout. On va parler de Kevin Durant, des Lakers, de Kyrie Irving, de Russell Westbrook, tout ça. Et donc on va commencer tout de suite avec Kevin Durant, donc qui a fait son retour face à Minnesota cette semaine. Il était impatient, un peu trop peut-être, de retrouver le parquet, de jouer pour la première fois à domicile sous ses nouvelles couleurs. Un début de match poussif. Il a inscrit quelques paniers importants en fin de rencontre. Charles, est-ce que les Suns sont enfin lancés ou pas, selon toi? On leur souhaite. Effectivement, il revient au bon moment, même si en réalité, ça aurait été mieux qu'il ne se répète pas. On n'était pas vraiment inquiet pour les Suns, même si on l'a dit plusieurs fois, la conférence Ouest est très très serrée et mine de rien, en fait, il suffirait d'une nouvelle petite série de défaites comme ils en ont connu récemment pour que Phoenix se retrouve dans une situation potentiellement problématique. Donc le retour de Kevin Durant, il fait du bien. Maintenant, tu l'as dit, on l'a senti. Il a peut-être un peu précipité son retour, en tout cas sur sa reprise précédente au tout début du mois, quand il avait repris après sa blessure contractée en janvier, il avait joué 2 ou 3 matchs, je crois, avec les Suns. Il semblait quand même plus à l'aise. Bon là, il a été bien gêné. Il était notamment gêné par McDaniels qui a fait du très bon boulot sur lui. Il a forcé certains tirs, notamment tu l'as dit en début de match. Écoute, je sais pas s'il avait besoin de se rassurer, mais en tout cas, je l'ai trouvé plutôt lucide sur sa prestation en conférence d'après-match, pardon, et de la même manière, Monty Williams s'est exprimé sur le sujet, il avait pas l'air inquiet. Il a quand même fait une petite phrase sur son cardio en expliquant qu'il était assez loin du niveau qu'il souhaitait, mais bon voilà, le retour de KD, de toute façon, enfin voilà, le calendrier de fin de saison des Suns, on le connaît. Quand je parle de calendrier, je veux pas dire les confrontations qu'il leur reste, mais ce que eux planifient pour la fin de saison, on sait très bien qu'ils ont les yeux rivés vers les finales NBA. Donc, euh, donc, donc voilà, et la fin de la saison régulière est le 9 avril. Il leur reste 5 ou 6 matchs, il me semble, d'ici là, pour que non seulement la franchise, mais aussi KD trouve des repères collectifs et individuels. Il faut retrouver des sensations. J'ai aucun doute quant au fait qu'il va y arriver. Je suis vraiment pas inquiet, ni pour lui, ni pour la franchise, à condition que physiquement ça tienne et que ça se passe bien à ce niveau-là. Il y a quelques matchs très importants effectivement qui arrivent. Là, il y a un match face à Denver qui va être très intéressant parce que potentiellement ça pourrait être les demi-finales de conférence Ouest entre les deux clubs. Et comme toi et moi, on l'a souvent répété dans ce podcast, Denver n'aime pas jouer Phoenix. Phoenix a toujours eu les armes pour faire déjouer un peu Denver, notamment DeAndre Ayton, qui est un des rares pivots qui pose vraiment des problèmes à Nikola Jokic, par sa mobilité notamment. Donc ça va être un match très important. Ils vont jouer une deuxième fois Denver, d'ailleurs, dans la nuit du 6 au 7 avril. Ce sera un match très intéressant à suivre. Ils ont également Oklahoma City en début de semaine. Ils auront ensuite les Spurs, Denver, je l'ai dit, donc dans la nuit du 6 au 7. Et ensuite, tu finis sur ils finissent avec les Lakers et les Clippers. Oui. Ce match contre les Clippers, d'ailleurs, qui pourrait tout à fait décider de leur positionnement 4-5 potentiellement, quoi. Enfin, on pourrait en être là, quoi. Oui, oui, c'est un scénario qui est tout à fait possible, même si ça demanderait quand même à ce que les Clippers suivent enfin, si tu veux, à l'instant T, je pense quand même que les Suns ont plus de marge que les Clippers, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Je pense également, même si
tu vois, les deux matchs face à Denver, ça peut quand même avoir son importance. On verra ce que les Nuggets font. Je pense notamment peut-être que ce match-là du 6 au 7, dans la nuit du 6 au 7 avril, potentiellement, il n'est pas impossible que Mike Malone décide de reposer quelques titulaires qui commencent déjà à préparer l'entrée en playoff pour éviter les blessures, pour éviter d'épuiser tout le monde, pour reposer un peu ses starters. On verra bien. J'ai une petite stat pour toi. Durant cette année a joué 42 matchs avant le match de mercredi face à Minnesota. Il avait shooté en dessous des 50% de réussite au tir à 8 reprises seulement. Donc c'est vraiment une anomalie, hein, ce match. Ah oui, complètement, ouais. Et comme tu l'as dit, il avait Jaden McDaniels dans les pattes, qui est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Donc Ouais, c'est pas complètement anormal. Premier match à domicile. Et tout le monde a dit, DeAndre Ayton, le premier, a dit qu'il sentait bien que Durant n'était pas tout à fait, enfin, il était un peu surexcité. Durant lui-même a dit qu'il avait mal dormi la nuit précédente. Parce qu'il était, voilà, il avait extrêmement hâte de faire ses premiers pas face au public de Phoenix, face aux supporters des Suns. Donc voilà, moi j'ai trouvé qu'il était un peu plus en jambes, on va dire, dans cette deuxième partie de rencontre. Il y a quelques 3 points qu'il a lancés en fin de match, notamment dans le quatrième quart-temps, qui se sont révélés très importants pour la décision finale de cette rencontre. Mhm. Donc non, non, au final, Phoenix ont très peu de temps. Ils ont combien? Ils ont 6 matchs là à jouer. Ça fera 7 si on compte Minnesota. Donc ils vont jouer 7 matchs, on va dire, avec potentiellement un effectif au complet, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait encore une blessure Ah, c'est ça le d'ici la problème. fin de saison. Ça sera toujours la question concernant Phoenix. Euh, je sais pas. Je sais pas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas si c'est vraiment possible de trouver un rythme réel collectif euh, en si peu de temps. S'ils y parviennent, franchement, ça sera un exploit pour moi. J'ai toujours du Oui, mal à décréter que ce soit véritablement possible de trouver son rythme en si peu de temps. oui, le fameux mythe du on active le switch, le mode playoff. C'est clair que Bah, surtout pour une équipe qui a un banc qui est, enfin, ils ont pas une profondeur de banc enfin, moi, ça m'inquiète un peu, cette profondeur de banc. C'est pas top. Terrence Ross, je trouve que il apporte pas ce que je pensais qu'il allait apporter, à savoir vraiment une explosivité offensive en sortie de banc. Landry Shamet, il est à peine de retour de blessure. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions au-delà même du fait de Kevin Durant, quoi. oui, mais je trouve que l'intégration de Kevin Durant à proprement parler, c'est pas forcément le truc le plus problématique, tu vois. Ah bah non, non, c'est même peut-être le plus simple, ouais, Voilà, effectivement. exactement. Mais exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'au final, c'est ça le plus simple. C'est un joueur c'est vraiment pas compliqué de l'intégrer au schéma offensif. Il est capable de faire à peu près tout sur le parquet. Il est intelligent. Il lit bien le jeu. Ça là-dessus, je me fais pas de soucis. Par contre, effectivement, il va falloir. Ah, ça va beaucoup dépendre aussi de l'adversaire au premier tour de playoff, tu vois. S'ils peuvent, s'ils ont de la marge sur leur premier tour de playoff, ils peuvent aussi se servir de ces matchs-là pour mettre en place des éléments qui seront utiles pour la suite, quoi. Bah, là, l'adversaire pour l'instant potentiel, c'est les Clippers. Donc, Oui, mais alors, dans quel état les dans Clippers, quel tu état vois? les Clippers, certes, mais t'as quand même Kawhi, t'as Russell Westbrook dont on va parler tout à l'heure. Bon, je sais pas, on va en parler tout à l'heure de Russell Westbrook, Ouais, ouais. mais bon, t'as quand Rien même ne dit que ça va rester les Clippers, hein, parce qu'ils ont une grosse fin de saison aussi, les Clippers, quoi. Ah oui, mais complètement, complètement. Et c'est ce que j'allais dire. Rien n'est inscrit pour l'instant enfin, rien n'est gravé dans le marbre pour l'instant Bah, dans la conférence Ouest. C'est assez terrible d'ailleurs. Enfin, c'est c'est ultra dingue dur de quoi. se projeter, quoi. C'est Bah, tout ultra dur de change se tout le projeter. temps, ouais. Parce qu'en plus, tu vois, là, les Clippers, ils vont jouer des équipes qui sont à la lutte pour le play-in. Enfin, les Clippers, sur leurs 5 derniers matchs, t'as Memphis et Phoenix, qui sont quand même des bons morceaux. T'as les Pelicans et les Lakers, qui sont à la lutte. Enfin, en fait, il y a pas de relâchement possible, quoi. Non, non, il n'y a pas de relâchement, ouais. C'est terrible. Et ouais, on verra ça. D'ailleurs, dans ces cas-là, on peut parler de Russell Westbrook tout de suite. Kyrie attendra. Allons-y. Parce que je voulais parler je voulais enchaîner faire le pont entre Kyrie et Durant, mais Russell Westbrook, donc, face à Memphis, là, récemment, ils ont remporté, c'était quand le match? C'était mercredi ou jeudi. Ils ont remporté leur match face à Memphis avec un Russell Westbrook
vintage. C'était le Russell Westbrook du Thunder, 36 points, 10 passes décisives, alors 5 sur 5 à 3 points. On peut Ouais, dire que, ça même au Thunder, c'était pas souvent, hein. voilà, on peut dire que c'était plus une... Enfin, voilà, c'est ça la question quelque part. C'est est-ce que c'était une anomalie ou pas en termes de réussite au tir? Oui, mais il y a eu ces pénétrations éclairs. Il y a eu cette énergie communicative. Il perd deux ballons seulement. Il y a une vraie distribution du ballon. Étrangement, j'ai l'impression que le fait que Kawhi ne soit pas là, bah, c'était lui le patron sur le terrain et ça lui allait très bien, en fait. On sentait qu'il était plutôt, comment dirais-je, confortable dans Ouais, il cette. était, ouais. Et voilà, il nous a donné l'expérience Russell Westbrook. Pour le coup, il a renfilé ses habits de MVP 2017 bientôt. Euh, Westbrook, les Clippers, c'est en train de, je sais pas. Qu'est-ce que t'en fais de ça après plusieurs matchs maintenant qu'on a eu à regarder? Je, je pense à ce duel là qui va arriver face aux Lakers le 6 Ah, avril. non, je veux pas y penser. Je Qu'est-ce ne que veux pas qu'est-ce y penser. Qu'est-ce qui fonctionne aux Clippers Qu'est-ce qui fonctionne aux Clippers pour toi, pour Russell Westbrook? Bah, ce qui fonctionne, c'est qu'ils avaient une idée très précise en tête en le recrutant, que Tyronn Lue l'utilise plutôt bien, qu'il est vachement quand tu compares au traitement médiatique qui lui était réservé aux Lakers, où il en a pris plein la tronche, où ni la C'est le moins qu'on franchise puisse ni dire. non mais franchement, tu vois, ni la franchise ni LeBron n'ont été irréprochables dans la manière avec laquelle il a été traité, c'est clair. Donc voilà, je pense qu'il est juste en fait, c'est tout bête, hein, mais c'est avant d'être des athlètes, c'est des êtres humains, ces mecs-là, et je pense qu'il est juste beaucoup plus heureux aux Clippers qu'il ne l'était aux Lakers, tout simplement. Donc ça doit être un élément qui joue. Tu as évoqué effectivement son très bon match récemment, rien à redire, hein, il a été important pour son équipe, il a été efficace au scoring, dominant. Mais bon, voilà, on va pas me faire avaler que il aura cette production de manière récurrente, cette adresse au shoot, tu l'as dit, c'est probablement un épiphénomène. Oui, on peut aussi Bon. dire que Robert Covington est sorti de sa tombe Oui. tout d'un coup dans ce match. Bah, t'avais les deux trucs, Westbrook et Covington qui font un match absolument ahurissant face à Memphis. Bon, 12 sur 12 à 3 points. Memphis n'avait pas Tyus Jones, donc qui est le backup de Ja Morant, et il n'y avait pas non plus Jaren Jackson Jr., ce qui est quand même excessivement important, notamment dans la défense du cercle. Euh, Ouais, mais côté Clippers, il y avait mais ni bon. Kawhi ni Paul George, tu l'as dit. Enfin, Non, bon. non, mais je veux dire, oui, oui, bien sûr. Mais ça me semble être un détail quand même important Ouais, ouais. à préciser dans cette histoire. Mais bon, voilà, je t'avoue, je vais pas m'emballer. C'est un match. Je crois pas une seule seconde que Westbrook va subitement devenir un shooter fiable ou même retrouver ses capacités à dominer physiquement comme il y a quelques années. Ça, j'ai du mal à y croire. Qu'il puisse le faire par séquence, aucun problème. Mais sur un match entier comme ça, ou voire plus, j'ai du mal à y croire. Donc, écoute, c'est bien pour lui, c'est une page positive dans son histoire récente, cette aventure aux Clippers, et c'est cool parce que mine de rien, en fait, dans l'histoire récente de Westbrook, des moments positifs, il y en a quand même pas eu énormément. Complètement, ouais. Donc tant mieux. Maintenant, voilà, l'objectif des Clippers, c'est de performer en playoff avec l'effectif qu'ils ont. La régulière, c'est une étape, même si c'est une étape qui est importante parce qu'on l'a dit, c'est tellement serré que tout peut encore évoluer fortement. Mais voilà, on se doute quand même que l'utilisation de Russell Westbrook en playoff, elle sera plus compliquée pour Tyronn Lue. Donc j'attends de voir. Maintenant, tu l'as dit, tu l'as mentionné plus tôt, il y a le match capital face aux Lakers la semaine prochaine, pardon. Et moi j'ai assez hâte de voir comment Westbrook va aborder ce match. Enfin, tu vois, on connaît un peu le personnage, on sait qu'en termes d'ego, il a rien à envier à personne, et je pense que ce match, il est hyper important pour lui pour pas prouver les choses parce que Westbrook il a plus grand chose à prouver, mais pour mettre les choses au clair. Et je pense que s'il peut mettre des bâtons dans les roues des Lakers qui sont engagés dans le sprint final pour Mm. accrocher une place au play-in, voire une place directe en play-off, il s'en privera pas. Et c'est pour ça que je ne veux pas me projeter sur ce match parce que je le vois arriver, mais gros comme une maison le truc. Je mettrais plus une pièce personnellement sur le fait que Westbrook se crame totalement sur ce match J'espère, hein. en voulant en faire beaucoup trop en fait. Bah j'espère. Je- De je- manière J'ai très égoïste et très supporter, j'espère. j'ai l'impression que ça colle plus au personnage. Maintenant, tu vas voir qu'il va nous faire 42 points, 13 sur 18 au tir.
et une seule balle perdue et juste pour m'emmerder, tu vois. Ouais, ouais, moi je Pour trouve me que faire ça mentir. pourrait, en vrai, je trouve que ça pourrait assez bien coller avec le personnage aussi, tu vois, un scénario comme Ouais, celui-là, grave. quoi. Tu vois. Je sais pas. En tout cas, clairement, mentalement, il a l'air beaucoup mieux aux Clippers. Ouais, et ça c'est cool. Il fait partie d'un groupe Tout à fait. qui a l'air beaucoup plus sain et serein autour de lui. Et franchement, ce match face à Memphis, pour moi, c'était clairement une défaite pour les Clippers parce qu'effectivement, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas Kawhi, je me suis dit bon, ça va être difficile. Et puis, et j'avais peur justement de ça, que Westbrook se retrouvant seul en phase trop, pas du tout. Et il a très bien fait jouer tout le monde autour de lui. Des fois, on en oublierait. Enfin, je voulais parler de Russell Westbrook parce que j'avais presque oublié à quel point ça peut quand même être un joueur ultra kiffant quand il est comme ça, tu vois. Quand il a ce, tu comprends pourquoi il y a des fans absolus de ce gars-là, quoi. Ouais, ouais, bien Même sûr. si je pense qu'ils sont plus beaucoup aujourd'hui, mais voilà. Mhm. Ouais, ouais. Mais effectivement, on se rappelle un peu du monstre que ça a été, quoi. Et d'à quel point c'est triste enfin voilà, je te rappelle quand ça s'est terminé, son aventure aux Lakers, on était quand même un peu dans l'expectative pour la suite, quoi. On se demandait un peu comment ça allait se passer. Il y en a beaucoup qui pensaient que sa chance était vraiment, vraiment, vraiment passée. Et ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça, de le voir épanoui sur un parquet. Alors que pourtant, vraiment, moi, je suis pas du tout fan de ce joueur. Je suis ni fan du joueur ni de l'homme, mais je suis vraiment très content de voir que il a repris le fil de sa carrière après en avoir pris vraiment, vraiment plein la tronche quand il était aux Lakers, et c'était injuste, quoi. Ouais, complètement. Justement, les Lakers, Chris Mannix de Sports Illustrated a écrit un article pour dire que pour lui, les Lakers étaient favoris à l'Ouest. J'ai vu, comment il s'appelle, Brian Windhorst de ESPN sortir à peu près les mêmes arguments, à savoir que depuis la date limite des transferts, les Lakers ont la meilleure défense de la NBA, avec les Pelicans d'ailleurs, c'est assez drôle. Mhm. Anthony Davis affiche des stats assez intéressantes depuis 14 matchs, plus de 27 points, plus de 12 rebonds par match, 58% de réussite au tir. Les Lakers ont la quatrième meilleure défense pour les tirs à 3 points de toute la ligue. On a également beaucoup parlé des lancers francs des Lakers ces derniers temps. Alors j'ai regardé un petit peu, c'est assez drôle. Depuis le 10 février, les premiers de la ligue en termes de tentatives par match, ce sont les Lakers avec 28,9 tentatives par match. Derrière, il y a les Kings avec 27,6 et les Sixers 27,5. Il n'y a pas non plus une disparité qui est absolument... je sais plus quel graphique a été sorti récemment là, mais si tu regardes un peu plus en termes de moyenne et de ratio, c'est quand même c'est pas tout. Enfin, y a pas c'est pas autant le scandale que qu'on voudrait nous faire avaler. Oui, mais les haters regardent très rarement le détail. Ouais, ouais. Et en termes de ratio, justement, ils sont premiers ex aequo avec Philadelphie sur la période, donc toujours j'ai regardé du 10 février à là, fin mars. Donc donc voilà. On pourra toujours dire oui, mais à Philadelphie, ils ont Joel Embiid et Harden qui provoquent le plus de fautes. Ce sont deux des joueurs qui provoquent le plus de fautes de toute la NBA. Ok, très bien. Euh, mais voilà, je sais pas. Ça me semble pas être l'outrage qu'on voudrait nous vendre. C'est en tout cas certes. Enfin, il y a un vrai truc avec les lancers francs des Lakers. Alors maintenant, il faudrait détailler, voir à quel point ils attaquent le cercle, à quel point il provoque des fautes. Austin Reeves, j'ai regardé, il est 23e de la NBA avec 6 lancers francs par match sur la même période. Il se situe dans le même nombre de tentatives par match que Kawhi Leonard et DeMar DeRozan, ce qui est assez frappant quand même. Hmm. Mais Ouais. il n'y avait pas LeBron James, et toute l'attaque était tournée quasiment vers lui. Donc Ouais, je tout sais à pas. fait. Il a pris une ampleur énorme ces dernières semaines. Tout ça pour dire au final que le fait que les Lakers, moi l'aspect qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est cette efficacité défensive des Lakers. Le fait qu'aujourd'hui ils ont effectivement un effectif beaucoup plus équilibré, beaucoup mieux construit autour des forces de Anthony Davis et LeBron James. LeBron James revient de sa blessure au pied. De là à dire que
ils peuvent plier le play-in, se qualifier en play-off et défoncer tout le monde pour atteindre les finales NBA. Il y a un saut que je n'ose pas prendre, clairement. Ouais, Clairement. bah, Je sais pas. Je te dirais la même chose que pour les Suns. Je sais pas à quel point tu peux greffer comme ça des joueurs à une équipe. Oui, Anthony Davis, oui, LeBron James, oui, je suis Denver, j'ai pas envie de me taper ces deux gars-là au premier tour des playoffs, personne n'a envie de se les taper. mais je sais pas. Ça, ça serait, ça serait, ça serait complètement fou et mais comme on l'a dit tout à l'heure, enfin, je veux dire, cette saison a tous les traits d'une saison qui est quand même très particulière, avec plein d'incertitudes, avec Mm, plein de blessures, qui font que les classements sont ce qu'ils sont et qu'on n'est pas à l'abri de surprises, surtout dans cette conférence Ouest, j'ai envie de exactement. dire. Il y a plus de certitudes à l'Est, j'ai l'impression. Donc voilà, je sais pas. Est-ce que toi, t'es fan des Lakers, dis-moi ce que t'en penses. Tu penses vraiment que c'est possible? Je pense que c'est possible si LeBron et Anthony Davis sont à 100% sur l'ensemble des playoffs. Donc ça ne va pas arriver. Je crois pas. Enfin, en Ouais. fait, c'est le seul moyen pour les Lakers d'être ambitieux. C'est que ces deux-là soient à 100%. Donc, honnêtement, s'ils le sont, bah, tu l'as dit, il n'y a pas d'épouvantail à l'Ouest, en fait. Autant Hmm. à l'Est, je serais super surpris si la finale de conférence, elle est pas entre les deux premiers, tu vois, entre les Bucks et les Celtics. Là, je serais vraiment très surpris. Autant à l'Ouest, je trouve qu'il y a vraiment de la place pour des surprises. Je trouve Ouais. que, tu l'as dit, cette saison, elle est particulière à l'Ouest. Tout est trop serré. C'est la guerre pour tout le monde. Il y a aucune équipe qui peut vraiment souffler, même si bon, les équipes tout en haut ont un peu plus de marge, mais ouais, je sais pas, j'ai un peu cette sensation-là du fait que à l'Ouest, on peut vraiment avoir des surprises cette saison. Maintenant, voilà, ça va tellement dépendre de l'état physique de LeBron et d'Anthony Davis. Quand ils sont là, quand ils sont en forme, effectivement, ces Lakers, depuis la trade deadline, ils donnent un peu cette sensation qu'ils peuvent gagner contre tout le monde. Maintenant, ils ont aussi donné l'impression cette saison qu'ils étaient capables de perdre contre des équipes a priori moins fortes. On connaît les limitations physiques, à la fois d'Anthony Davis, mais surtout on commence à en voir apparaître chez LeBron également. Mais c'est vrai que voilà, il donne un peu cette sensation de monter en régime au meilleur moment. Austin Reeves est impressionnant. Défensivement, ça fonctionne beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines, tu l'as dit. La défense du tir extérieur notamment, ce qui va être très important en playoff. Euh, les ajustements faits en cours de saison sont bons. Voilà, en tout cas, le niveau d'optimisme des fans de la franchise, comparé à il y a quelques semaines, ça n'a plus rien à voir. C'est clair que les Lakers se retrouvent dans une position que les fans, enfin c'est au-delà de vos espérances en fait, quelque part, Exactement. tu vois. Et tu te rappelles, c'est ce qu'on s'était dit à la trade deadline, tu vois, à la trade deadline, on Hmm. s'était dit, bon bah voilà, c'est une nouvelle saison qui commence pour les Lakers, et dans le meilleur scénario, ils profitent de ces quelques dernières semaines de compétition régulière pour monter en régime, monter en régime, et pour arriver en playoff, avec pour le coup, quand même, vraiment la tronche de l'équipe que t'as pas envie de jouer, quoi. Enfin, y a vraiment personne ne va avoir envie de jouer. Alors, la question, on va voir où est-ce qu'ils vont finir la saison. Si ils pouvaient avoir la très bonne idée d'accrocher un ticket direct pour les playoffs, je pense que ce serait pas mal d'avoir quelques jours pour souffler. Maintenant, c'est 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 trop demander aux fans des Lakers que d'être confiants quant au fait que là, LeBron et Anthony Davis vont passer 2 ou 3 mois en étant à 100%, quoi. Moi, j'en ai rien à péter. Moi, ce que je veux, c'est un Lakers Pelicans pour la qualification en playoff. Voilà ce que Et je ben veux. moi, j'ai pas envie parce que j'aimerais bien que les Avec deux le soient en retour de playoff. Zion. Ouais, mais non, moi Le j'aimerais bien que retour les de deux soient en Zion playoff. et les Pelicans qui affrontent les Lakers. Ouais, ok. Non, 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 les deux Bah, méritent d'être en playoff. s'ils sont 7 et 8e, ils font le premier match et le perdant, il a encore une chance de se qualifier, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Moi, je veux voir ça, moi. C'est ça que j'ai Mais envie de voir. bon, mais oui, je suis d'accord. Hein. Pour moi, c'est les deux équipes. C'est vraiment les deux équipes que j'ai le plus envie de voir se qualifier en playoff parce que je trouve que c'est les deux équipes qui ont le peut-être. Je sais pas si je vais parler de potentiel, mais en tout cas, je trouve que c'est les deux équipes qui sont le plus méritantes là sur ces dernières semaines, quoi. Ouais. Ouais. Kyrie qui continue de se plaindre. Dallas qui est en mauvaise posture. Kyrie Irving a sorti récemment dans une conférence de Ah presse bah, ne pas avoir eu l'opportunité de finir la saison avec les Nets.
Je je continue. Non mais sérieux, c'est incroyable, incroyable. C'est toutes ces conférences de presse sont faut les enregistrer et les mettre dans les classer quoi. Donc il a dit oui, c'est difficile de s'adapter à une nouvelle situation en cours de saison, situation qu'il subit manifestement Tout à fait. à cause de Brooklyn, à cause de voilà. Dallas est à 8 victoires, 14 défaites depuis son arrivée, 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Ils ont notamment perdu 2 matchs en back-to-back, enfin en back-to-back, à la suite contre les Hornets, qui jouent pour rien. Personne ne regarde les Hornets. C'est Lamelo Ball scandaleux. est à l'infirmerie. Je veux dire, Jason Kidd leur a dit le premier match, c'était de la, excusez-moi, hein, je vais être grossier, mais ces matchs étaient de la merde. Il rejoue le Charlotte même pas 48 heures plus tard et c'est encore pas possible, quoi. C'est honteux. Et voilà. Et je sais pas. Alors, est-ce que c'est de sa faute? Je suis pas en train de dire non. Je suis pas en train de dire c'est la faute de Kyrie Irving. C'est la décision de Dallas de faire venir ce gars-là. Voilà, on en a parlé toi et moi. Il y a pas de défense. Tout ça, c'est trop petit. C'est ça. Il y a rien qui va à Dallas. Mais bon. Je sais pas. Et si tu recoupes ça avec Kevin Durant qui a dit avoir subi cette décision de Kyrie Irving de demander son transfert sans même le prévenir que lui, il a rien contre le front office des Nets, sur lequel Kyrie a tiré à boulet rouge pendant des jours et des semaines. Euh, je sais pas. Je c'est je je sais plus quoi dire concernant Kyrie Irving. Je sais et la situation de Dallas est hallucinante. C'est hallucinant. Et malheureusement, quelque part, on avait évoqué, toi et moi, la possibilité que ça se passe mal, et ça se passe mal, mais plus que je ne l'aurais imaginé. Ah ben Parce beaucoup que là, plus que ce que j'aurais ils imaginé. sont même pas play-in, là. Ah mais oui, oui, non mais c'est bien pire. Parce que même moi qui faisais partie des très pessimistes sur ce trade, je disais quand même, bon, en saison régulière, c'est quand même un attelage Doncic-Kyrie qui va te faire gagner des matchs. Mais par contre, le vrai problème, il sera en playoff. Là, on n'en est même pas là. C'est-à-dire que même en saison régulière, ça marche pas. Mais grave. C'est, c'est dingue. Enfin, en fait, je sais pas. Je pense qu'on a fait le tour sur Kyrie. Je vois pas ce qu'on pourrait dire de plus, honnêtement. La vraie question pour moi, c'est celle des conséquences sur Luka Non, Doncic. mais le truc, c'est qu'il arrête jamais. Il me fascine, en fait, ce joueur. Ouais, non mais je Il comprends. n'arrête jamais de sortir des Mais trucs je, mais je comprends. invraisemblables. Ouais, C'est ouais. fou. C'est fou. Oui, mais aujourd'hui, en fait, c'est pas ça le vrai problème. En fait, maintenant que la connerie elle est faite, la connerie d'avoir fait ce trade elle est faite, la vraie question c'est celle des conséquences sur Luka Doncic. Alors, on sait qu'il est dans une période où il est pas très bien psychologiquement. Visiblement, il Et a il des l'a dit, problèmes ouais. perso qui l'empêchent Hmm. de s'épanouir sur le parquet et de prendre du plaisir en jouant au basket, ce qui est un énorme problème quand tu t'appelles Luka Doncic et que Et ce qui que, se que voit, tu... parce que Luka Bah oui, Doncic, il est insupportable sur le terrain absolument. actuellement. N'importe quelle action qui se passe sur le terrain, il a quelque chose à dire, il se plaint en permanence. Je sais pas comment font les fans de Dallas, mais la Après ça c'est pas vache. nouveau. Hein. Non, Doncic, non, bien sûr, c'est pas nouveau. il Mais a là, toujours eu ce là, côté où c'est une plaie honnêtement sur un hmm. parquet. Enfin quand il a le ballon entre les mains, c'est un bonheur. Dès qu'il l'a plus, c'est chiant. Mais bon voilà. Enfin la situation collective des Mavs, elle est inquiétante quoi. On va pas revenir sur ce trade où on l'a dit, tu lâches un de tes rares bons défenseurs. Bon voilà, la situation actuelle, tu l'as décrite. Il y a des défaites qui sont hallucinantes et c'est une cata. Il y a pas d'autre mot et vraiment, encore aujourd'hui, je suis désolé, mais si cet été il faut faire le bilan et si cet été il faut sanctionner ceux qui ont fait des conneries. On pourra pas oublier le front office, on pourra pas oublier Jason Kidd. Je suis désolé, mais comment ces mecs-là ont pu se dire que c'était une bonne idée de faire ça? Donc, il va falloir se poser les bonnes questions côté MAF cet été, trouver le moyen de convaincre Luka Doncic que la franchise a toujours la capacité d'être ambitieuse et de lui permettre de jouer le titre rapidement. Il va falloir se poser des questions sur Jason Kidd aussi, parce que, Ah, lui, c'est incroyable. enfin voilà, tu vois, il Non, faut mais c'est clairement le bateau prend l'eau de toutes parts, quoi. le bateau prend l'eau de toutes parts, c'est clair. Et surtout en plus, mais quand tu penses aux possibilités qu'il y avait, parce que si vraiment tu voulais bouger à la trade deadline, mais t'avais tellement mais de meilleurs moves à faire. Donc
Bon, l'avenir de Kyrie, c'est un autre sujet. Franchement, je suis incapable de me prononcer. Est-ce que les franchises NBA veulent toujours lui faire confiance malgré le fait que depuis son départ aux Cavs, tout est compliqué, tout est polémique, tout est, euh, tout est extra basket quasiment. Donc voilà, se projeter sur la suite pour Kyrie, franchement, j'ai même pas envie de le faire. Enfin, tu vois, quelque part, j'en suis presque à me dire, tant que LeBron est dans la ligue, Kyrie aura toujours un partisan. Donc voilà, fais ta vie, mon gars. Mais le vrai sujet, c'est la relation entre Luka Doncic et les Mavs. Le vrai sujet, c'est comment est-ce que les Mavs vont. Enfin, il faut l'acheter quoi cette saison. Et tout est à jeter cette saison quoi. C'est dingue, c'est dingue. Non, mais c'est fou, ouais. Il y a rien, il y a rien, il y a rien, il y a rien, il y a rien. Non, y a rien. Javal McGee, ça a été une mauvaise signature. Christian Wood, je sais même pas pourquoi ils l'ont signé, si c'est pour faire ce qu'ils en font. Enfin, je sais pas. Et oui, Et mais ce puis, qu'ils en font, c'est parce qu'il y a plus de défense. Tu peux pas oui, avoir. oui, bien Tu sûr, vois, bien sûr. Et puis Christian Wood, au final, c'était pas la solution. Ça semblait pertinent sur le papier. Puis en fait, si tu regardes un peu l'histoire de Christian Wood, il y a quand même un passif qui fait où il y a quand même des questions à se poser, quoi. tout à fait, Donc, tout à fait. pourquoi il n'est pas resté dans ses clubs précédents? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et là, Doncic va devenir, il y a 5 joueurs de l'histoire qui tournent à 32 points ou plus par match, qui ont pas fait les playoffs. Et Stephen Curry, en 2020-2021, mais ils avaient fait le play-in, Oui, voilà, je crois que c'est ça, hein. Ouais, ouais, c'est il ça. me semble, ouais. Ouais, ouais, ils avaient fait le play-in, ouais. Ils avaient fini huitième, ils avaient perdu dans le play-in. Il y a eu Bernard King avec les Knicks pendant la saison 84-85, Allen Iverson saison 2005-2006, Tiny Archibald il y a 50 ans avec les Kings, année 1972-73, et Will Chamberlain en 62-63 avec les Warriors. Et cette année, tu vas avoir potentiellement, enfin, tu vas avoir potentiellement 2 gars. Damian Lillard, lui, c'est sûr, il est à 32, plus de 32 points, il va pas faire les playoffs. Et t'as Luka Doncic Ouais. qui va potentiellement se retrouver dans la même situation. C'est d'une tristesse absolue, ce truc. Ouais, c'est vraiment Incroyable. un gâchis énorme. C'est vraiment un gâchis énorme et vraiment, je te dis, c'est difficile de comprendre la politique des Mavs, quoi. Enfin, vraiment, Ouais. on le sait dès le jour où ce mec-là s'est inscrit à la draft que Luka Doncic il vient en NBA pour gagner, quoi. Tu peux pas faire des tels all-in sur des moves qui sont aussi aberrants. Enfin, ouais, Surtout que surtout que le passé de Dallas en termes de mouvement et tout ça, au final, enfin, tout le monde ressort les vieux dossiers. ah, c'est terrible. L'historique est pas très très bon en fait en termes Ah ouais. enfin c'est voilà. Ouais, non, vraiment, Voilà. pas grand-chose à garder de cette saison, quoi. Je crois pas, ouais. Je voulais aussi te parler, mon cher Charlie, de la blessure de Nasrid la nuit dernière. Il s'est fait le poignet. Il ne devrait pas probablement revenir d'ici la fin de la saison. Et je trouve, mon petit cœur saigne parce que j'aimais bien les Wolves, j'aimais bien ce qu'ils faisaient et son absence, elle est pas, c'est pas rien du côté des Wolves. Ah ouais, non, c'est pas anodin, hein, c'est un gros coup dur, et d'autant plus qu'il était vraiment en train de monter en régime. Sur les derniers matchs qu'il a joué, je crois qu'il était à peu loin des 20 points de moyenne en sortie de banc. Et donc c'est triste, et en plus ça s'inscrit un peu dans la continuité de la saison des Wolves dans son ensemble, qui a vraiment été pourri par les blessures. On a un peu cette sensation qu'à chaque fois qu'ils récupèrent un joueur, ils en perdent un autre dans la foulée. Bah ouais, c'est ça, il venait de récupérer Edwards, il venait de récupérer enfin Karl Anthony Towns et voilà. Ouais, voilà. Donc, écoute, bah, ce qui est sûr, c'est qu'à titre personnel, il a réussi sa contracture, hein, ce qu'avec ce qu'il a montré en sortie de banc, il devrait certainement pas manquer de propositions. Il aurait sûrement préféré terminer la saison sur le parquet. Je pense que tous les fans des Wolves auraient préféré voir ça. Mais bon, écoute, il faut composer avec ce coup dur. C'est aussi ça la règle en NBA. Hein. Ouais, Voilà, réussir à arriver en playoff avec tout son effectif au complet, en bonne santé, c'est presque du domaine du mythe, quoi. Tu vois, il y a très peu d'équipes qui y parviennent. c'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi, c'est triste. C'est un peu triste. Ouais, j'en ai parlé la semaine dernière des Wolves et je voulais juste faire un petit clin d'œil à Nasrid. Voilà. Et puis qui sera free agent cet été. J'espère qu'il va, comme tu dis, signer son bon contrat. Et rapidement, on va terminer avant de faire les Frenchies de la NBA. Embiid qui n'a pas joué face à Denver. Est-ce que c'est important ou pas pour toi? Est-ce que ça... Parce que alors, il y a eu le troisième retour, je crois, c'était ça, de Tim Bontemps, des sondages sur la course au MVP. Donc, pour la première fois, Embiid était devant Jokic de 2 petits points.
Et voilà qu'il a pas joué ce match que tout le monde attendait, hein. Même ESPN, ils en faisaient des caisses sur ce duel à venir pour finalement tomber sur rien du tout. Le match était sympa cependant, mais ouais, voilà. Est-ce que c'était important pour toi ou pas, à ton avis En fait, plus que savoir si c'est important, ça pose question, parce qu'on connaît la mentalité d'Embiid, et je pense que lui aurait Il vient de dire qu'il en préféré... a rien à cailler du MVP tout d'un coup. Oui, oui, Il mais vient de bon, dire. ça, on va le prendre avec des pincettes, hein, parce que... Donc ouais, je sais pas, écoute-moi, dans l'absolu, qu'Embiid soit ménagé sur quelques matchs, je trouve ça très bien, tant qu'on tombe pas dans le load management systématique, tant que c'est une gestion intelligente qui vise à ce qu'il arrive en forme en playoff ou à prolonger sa carrière, j'ai aucun souci avec ça. Maintenant, c'est clair que la situation actuelle, elle interroge. Je sais qu'il y a pas mal de fans des Sixers qui auraient préféré qu'il soit ménagé sur le match d'avant face à Phoenix, qui était un back-to-back d'ailleurs. Donc écoute, à voir, l'objectif de fin de saison pour les Sixers, c'est que la gêne au mollet, parce que Embiid, il avait quand même une gêne au mollet, il me semble, qui date du match face à Chicago. Il faut que ça soit pas un problème en playoff. Maintenant, c'est difficile d'être pleinement rassuré, parce que même dans la rencontre face à Dallas 2 jours après, où il joue à nouveau plus de 33 minutes, il y a quelques séquences où vraiment on voit qu'il est gêné. Donc voilà, à voir. Après, dans l'absolu, c'est malheureusement pas le seul point négatif pour les Sixers, puisque la situation d'Harden pose aussi question. Hein. Harden, il a mal au tendon d'Achille depuis plusieurs mois, il le dit, ça a forcément un impact sur lui. Donc à voir. C'est la fin de saison des Sixers. Moi, j'avoue que j'ai pas mal de doutes sur l'état physique d'Embiid et d'Harden. J'ai pas mal de doutes sur cette équipe. Même sans ça, je les trouvais moins solides que les Bucks et les Celtics. Et j'avoue que là, ça vient s'ajouter à tout ça et que c'est pas des signaux qui sont rassurants. Oui, tu sais très bien ce que j'en pense des Sixers au final. Embiid, ses pépins physiques, ça risque de définir sa carrière malheureusement pour lui. James Harden, voilà, il a beaucoup de choses à prouver en playoff et s'il n'est pas à 100%, ça va être compliqué. Cette équipe des Sixers avec Doug Rivers au coaching, bon, il y a tellement de points d'interrogation. Ne me lance pas sur Doc Rivers. Non, je te lance pas du tout dessus. Non. On va passer au petit Fred Chin NBA. C'est juste que ça me faisait rire que y a eu ce duel après toutes les conversations de MVP, tout le lobbying qu'il y a pu y avoir pour Joel Embiid pendant un long moment, avec des arguments qui étaient tout à fait recevables. Et ce match n'a pas lieu, et tout d'un coup, tout le monde lui tombe sur le coin de la gueule. J'ai vu encore une fois Kendrick Perkins sortir sa tirade en disant ouais, ça sera important pour moi qu'il y ait un vote. Et ça m'a fait rire. Écoute, toute cette conversation de MVP, voilà. Après, si on regarde les choses de Moi, manière pragmatique... j'en suis rendu à un point où tout ça me fait rigoler maintenant. Oui. J'en ai plus rien à cailler, c'est juste rigolo. Voilà. Je suis d'accord, mais dans l'absolu, en fait, pour Joel Embiid, il y a encore l'occasion de marquer des gros points dans la course au MVP. Là, à la fin de saison des Sixers, ils vont quand même jouer les Bucks, Boston, Miami et les Nets. Il y a quand même encore, tu vois, il y a encore de quoi se faire bien plaisir et marquer les esprits dans cette course au MVP, quoi. Ah, tu viens de me donner le calendrier des Sixers, là? Ouais. J'ai pas, putain, la vache! Alors, je te le fais en entier, c'est Raptors, Bucks, Celtics, Heat, Hawks, Nets. Bon courage! Oh la vache! Oh mon Dieu! Eh ben, ouais, bon courage, ouais. Allez, on va passer à la saison des Fredchi en NBA sur une idée originale de notre Charlie National. C'est toi qui m'as proposé cette idée de faire un petit tour d'horizon de la saison des Français en NBA, parce que voilà, là on n'a pas vu que rien n'est calé pour les playoffs. On va attendre tranquillement. On sait pas pour le play, on sait rien du tout. Donc, on va parler un petit peu des Français. Parce que ouais, mine de rien, cette saison, en fait, on a plus parlé de Victor Wembanyama que des joueurs français qui sont actuellement en NBA. C'est quand même un truc qui est assez particulier, quoi. Carrément. Et en même temps, on vient de parler de Joel Embiid. Oui. Le premier Français à obtenir le titre de MVP bientôt. C'est vrai. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il est français ou il est pas français? Ah oui, tout à fait, il est. Alors, ça va bien, ouais. Bon, tu veux commencer par qui? Moi, j'ai mon sujet préféré déjà, mais. Allez, vas-y. Moi, je voulais parler de Nicolas Batum, parce que Nicolas Batum, il vient d'être titularisé aux Clippers. Il prend la place de Marcus Morris, qui faisait un peu du caca ces derniers temps. Faut bien dire ce qu'il faut dire. Et je trouve que c'est une des plus belles histoires, cette histoire de Nico Batum. J'adore cette histoire de Nico Batum. J'adore le joueur qu'il est, cette espèce de lion, cette espèce de joueur
collectif absolu qui marque qui est adroit de loin, qui fait les bonnes passes, qui fait jouer tout le monde. C'est vraiment, pour moi, c'est devenu un joueur. Je pense que n'importe quel coach a envie d'avoir un mec comme ça dans son équipe. Il a de l'expérience, il sait distribuer la balle, il est tellement intelligent dans son placement, il sait tout faire. Il n'y a pas vraiment de point faible du côté de Nicolas Batum aujourd'hui, je trouve. En tout cas, il apporte tellement de choses positives et je trouve ça génial. Quand je repense où il en était il y a quelques années de ça, il y a quoi? Et bah voilà, Il y a 2-3 ans, où tu te dis, mais c'est terminé, il va sortir par la petite porte, il était aux Hornets. On était là, c'était à pleurer et le voilà. Bientôt, il est titulaire parce qu'il y a des absences aussi, mais je trouve ça génial. Et là, c'est le voir réaliser ces bons matchs là sous le maillot des Clippers ces derniers temps. Ça me met du baume au cœur, vraiment. Ouais, c'est génial, il est bien dans son rôle dans cette équipe, il a l'air épanoui, et effectivement, tu l'as dit, ça tranche énormément avec ce qu'il pouvait laisser paraître à la fin de son aventure à Charlotte, où honnêtement, il était parfois, il donnait l'impression d'être parfois un peu résigné, que ça soit sur son apport individuel ou sur les perspectives collectives de la franchise. Moi, j'avais été assez marqué par le match à Paris entre les Bucks et les Hornets, où vraiment, il y avait un côté assez triste parce que le public était 100% derrière Nico Batum, mais vraiment tout le monde rêvait de le voir faire un gros match et tu sentais qu'en fait il était même plus dans cette quête là en fait quoi, et en conférence de presse il avait eu une phrase assez terrible où il avait dit je sais qu'on en attend plus que sur plein d'aspects, mais je suis comme ça, et il avait dit je mourrai comme ça, et enfin vraiment tu sais ça faisait un peu résignation. Je trouvais que c'était assez triste. Et c'est génial de le retrouver épanoui comme ça fait plaisir, il est positif en interview, il prend visiblement du plaisir sur le parquet, et tu l'as dit, c'est un joueur dont tu le mets dans n'importe quelle équipe, il va apporter des choses, parce que bah voilà, on le connaît, ce sera jamais la première option offensive de son équipe, c'est pas un joueur qui va tirer la couverture à lui, par contre sur un parquet il peut faire tellement de choses quand il est bien utilisé. Là, avec les absences de Kawhi et de Paul George, les Clippers sont souvent dû miser sur un jeu très collectif dans lequel un joueur de son profil s'épanouit forcément. D'ailleurs, il en a parlé après son très bon match face aux Bulls sur l'importance incroyable ce match. Ah ouais, et son interview après le match est hyper intéressante. Il parle de l'importance d'une défense collective efficace, de la recherche constante de l'extra passe, de la nécessité d'impliquer tout le monde pour être ambitieux collectivement. Enfin, vraiment, on retrouve un Nico Batum qui fait plaisir, et c'est super parce que c'est un joueur qui est extraordinaire, hein, vraiment. Nico Batum, il peut faire tellement de choses, il est tellement intelligent, enfin voilà, c'est top, ça fait vraiment super plaisir de le retrouver comme ça, et je t'avoue, moi j'y croyais plus trop après l'aventure aux Hornets. Moi j'avais vraiment l'impression qu'il était tellement résigné que ce serait dur de se relancer, et ça fait trop plaisir. L'autre Français dont tu voulais parler? Bah, il y en a plusieurs. On peut parler. Moi, je suis très triste de ce qui se passe avec Evan Fournier, qui a pas joué depuis le 13 février. Alors, c'est hyper banal, hein. En NBA, chaque saison, il y a des joueurs qui sortent de la rotation de leur équipe. Mais là, on parle d'abord d'un Français qu'on aime beaucoup, donc ça me touche forcément plus. En plus, on parle d'un joueur qui rêvait de jouer à New York, au Madison Square Garden. Il faut se rappeler de son premier match. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ses débuts étaient absolument incroyables. Ce match face à Boston, le match super serré où il marque plus de 30 points et tout. Et à ce moment-là, on était tous en train de se dire, voilà, ça c'est un mariage qui va fonctionner. Fournier, il est fait pour cette franchise, c'est super. Et voilà, ça n'a pas été le cas cette saison. Thibodeau l'a sorti de sa rotation rapidement. Et même si ponctuellement il a fait des retours avec l'équipe, son temps de jeu est resté proche du néant, son nom a été beaucoup cité au moment de la trade deadline, finalement il a malheureusement pas bougé, et si je dis malheureusement, c'est évidemment parce qu'Evan a besoin de jouer. Donc on va voir comment ça va se passer cet été, son profil pourrait intéresser des franchises, mais il a quand même un contrat qui est important, qui pourrait être une gêne. Donc j'espère vraiment qu'il va pouvoir trouver une solution et un endroit où il s'épanouira, parce que Evan Fournier reste un super joueur de basket, quoi. Ouais, complètement. Ouais. C'est exactement ce que j'ai noté le concernant. On est là à tous dire, ouais, c'est le pro ultime pour accepter son rôle à New York, mais quelle déception de ne pas le voir dans une rotation NBA. Je suis sûr qu'il a encore des choses à apporter sur un terrain, c'est sûr. C'est clair. Et donc voilà. Moi, j'avais noté Rudy Gobert aussi. Enfin, pour continuer à parler des Wolves, je trouve ça, pour en avoir parlé la semaine dernière, je suis content de voir que ça commence à prendre du côté de Minnesota. Je trouve que Conley apporte beaucoup
à Rudy Gobert sur le terrain parce qu'il y a Tout cette à fait. familiarité Ouais. et aussi parce que D'Angelo Russell pouvait pas blairer Rudy Gobert. Il y avait des scènes sur le parquet, c'était insupportable. Tu voyais D'Angelo Russell qui s'en prenait ouvertement à Rudy, Ouais, ouais. qui se plaignait, tu voyais physiquement que le gars était saoulé, quoi. Oui, oui, Et et puis Windhorst a évoqué le fait que ses pertes de balles passaient mal auprès de ses coéquipiers, et c'était clairement D'Angelo Russell qui était visé, hein, ça se voyait tellement. Enfin, voilà, et je trouve que Conley a apaisé les choses. Pour Anthony Edwards, la présence de Conley est excessivement importante également, parce qu'Anthony Edwards qui avait dit, bah, on voyait qu'il avait du mal à trouver les espaces, où se positionner, comment passer, comment jouer avec Rudy Gobert, comment profiter des écrans de Rudy Gobert. Et je pense que Conley, qui a cette réputation de professeur un peu dans les vestiaires où il est passé, tout à fait. euh, je pense qu'il apporte beaucoup à ce niveau-là, et je pense qu'Anthony Edwards, plus tard dans sa carrière, on verra, mais je pense qu'il citera ce passage de Mike Conley à ses côtés comme un moment important, j'ai Ouais, l'impression. ouais, je suis d'accord. Mike Conley, joueur extrêmement sous-estimé en NBA, c'est un mec qui apporte énormément sur le parquet et en dehors. Et d'ailleurs, Gobert lui a rendu un hommage très appuyé récemment en interview en mettant en valeur son rôle. Et oui, oui, son arrivée a fait beaucoup de bien à cette équipe. Voilà, écoute, Gobert, ça a été compliqué en début de saison, hein, il en a un peu pris plein la gueule, notamment à cause d'effectivement des attitudes de D'Angelo Russell qui ont trouvé un relais médiatique en la personne de Windhorst. Et puis, il a été accusé d'avoir cassé le marché des free agents Ouais, ouais. cet été, quand même. C'est pas rien, et tout le monde avait les yeux rivés sur le pari que certains qualifiaient de suicidaire de la part de Minnesota. Voilà, donc maintenant, au moment de juger la saison de Rudy Gobert, on l'a dit un peu plus tôt quand on a parlé de la blessure de Nasrid, et il faut le dire, la saison des Wolves, elle a vraiment été placée sous le signe de la poisse, donc c'est difficile de se prononcer, enfin d'avoir un jugement définitif. On a longtemps eu peur que sa saison reste très décevante, même si là, tu l'as dit, c'est quand même beaucoup mieux. Mais il y a des éléments, c'est difficile de juger. Son association avec Towns, par exemple, mine de rien, on a eu assez peu de matchs pour la juger. Karl Anthony Towns, cette saison, je crois qu'il a même pas joué 25 matchs, ou alors il doit être à peu près autour de ce chiffre-là. Et puis voilà, Gobert, tu le connais. Enfin, quand tu prends Gobert dans ton équipe, tu connais son profil, ses qualités et ses défauts. On découvre pas aujourd'hui ses limites offensives. C'était un faux procès qui lui a été fait pendant la saison. C'était un peu Complètement. nul. Mais voilà, moi, il y a toujours un truc qui m'embête un peu avec Rudy Gobert, c'est que j'aimerais bien le voir se concentrer plus sur le basket. Je trouve qu'il a trop tendance à s'éparpiller dans ses déclarations. Cette saison, on l'a vu se plaindre de l'arbitrage, on l'a vu se plaindre de certains comportements des fans, on l'a vu se plaindre du fait d'être pas jugé à sa juste valeur. Bon, c'est pas très grave, c'est du détail, ça fait partie de son personnage, on le sait, mais je le trouve plus intéressant quand il parle de basket. Et Mm. voilà, et attendons de voir la suite, tu vois, quelle fin de saison pour les Wolves, quelle saison prochaine pour les Wolves, en espérant évidemment qu'ils aient une année plus simple, entre guillemets, c'est-à-dire que le groupe soit un peu préservé des blessures, quoi. Ouais, tout à fait. J'avais lâché un triptyque aussi dans mes recherches, un trio de meneurs de jeu français, Franck Nilikina, Théo Malédon et Kylian Hayes. Ouais, Et je sais pas quoi te dire. Écoute, c'est Nilikina, difficile, hein. il est à Dallas. On a parlé tout à l'heure, on a évoqué la situation de Dallas. Là, tout d'un coup, il est débordé par l'éclosion de Josh Green et du rookie Jaden Hardy. Il semblait l'an dernier avoir trouvé un rôle de role player, et puis parce qu'il apportait cette défense en sortie de banc qui avait l'air d'être bien utilisée par Jason Kidd, et puis finalement ça va, ça vient. C'est tellement compliqué de l'avoir sur le terrain offensivement que bah il joue pas. Non, il joue pas, non. Il joue pas. Théo Malédon, là, il a fait un bon match face au Thunder mercredi. Mais c'est pareil, si tu regardes sa production pendant la saison, c'est quand même super compliqué. Kylian Hayes est peut-être celui qui s'en sort le mieux. L'absence de Kate Cunningham aurait dû, pour moi, quand même lui permettre d'exprimer beaucoup plus de choses. Il y a un moment, il y a eu une bonne passe pendant la saison, on en avait parlé. Et puis, je sais pas. Ça manque de tranchant, ça manque de saignant, il manque quelque chose, clairement, quoi. Ouais, et puis Tous ces là, gars-là, ils s'accrochent, tu vois. Quelque part, j'ai pas envie de les accabler parce que tu vois qu'ils s'accrochent et que ils arrivent à susciter un chouïa d'espérance qui fait que les clubs ont pas encore abandonné l'idée de les recruter, quoi. Quoique certains, que ce soit Malédon ou Nilikina, on est quand même pas loin de la fin du truc, quoi. à Nilikina, moi, j'avoue que j'ai du mal à voir, Nilikina, j'ai du mal à voir un avenir où, enfin, en tout cas, ça, je pense que ça va être très compliqué de Mais rester en NBA la saison complètement, prochaine. Surtout que complètement. là, en plus, autant la saison dernière, il était un peu,
les supporters l'aimaient bien parce qu'effectivement la défense qu'il apportait en sortie de banc, etc., il était bien utilisé. Cette saison, il a vraiment été pris en grippe par une partie de la fanbase des Mavs. Et c'est clair que ses limites offensives sont trop importantes, vraiment trop pénalisantes. Donc moi, j'avoue que la suite en NBA, j'ai un peu du Tu mal à vois y pas comment ça croire. va se passer. Ouais. Théo Malédon, bah, cette saison, il était en two-way contract à Charlotte, donc là, il profite des blessures de Ball et de Rozier pour se montrer. Bon, voilà, Clifford a souvent eu des mots assez positifs pour lui. En G-League, cette saison, visiblement, ça se passe pas trop mal. Il tourne à 19,9 passes de moyenne, il me semble. Bon, il a fait un pari risqué l'été dernier en ne retournant pas en Europe. S'il fait une fin de saison dans la lignée de ce match-là qu'il a fait, que tu mentionnais récemment, écoute, il pourrait bien réussir à conserver son spot en NBA la saison prochaine. Enfin, en tout cas, on lui souhaite, parce que quand on entend son coach parler de lui, de son sérieux, de ses qualités, de son intelligence de jeu, on se dit que c'est un Il peu a dommage, tu 21 vois. ans. Il a Ouais, 21 ans. Tu te dis c'est encore possible. tout à fait. Mais ces trois gars-là, en fait, l'espoir n'est pas encore complètement Non. n'a pas complètement disparu, mais Bref, pour Kylian Hayes, il y a une stat qui est sortie très récemment et qui, enfin très récemment non, mais qui est sortie récemment et qui lui fait du mal et il est un peu devenu la cible de moquerie, c'est que a priori, il me semble que c'est un des pires, sinon le pire offensive rating de la ligue. Ça, c'est quand même, c'est quand même pas une stat qui le met en valeur. c'est surtout Maintenant, que là, il avait une occasion en or bah ouais, bah oui, de montrer des choses, quoi. Il a montré des choses. ouais. C'est impossible. Ça serait dommage enfin, ça serait faux de dire qu'il n'a rien montré. Non, c'est vrai. Il a encore tendance à perdre trop de ballons, mais c'est typiquement le genre de joueur, tu peux pas le juger uniquement sur ses stats. Moi, je vais pas te mentir, j'ai pas vu énormément de matchs de Détroit parce que je ne suis pas complètement masochiste, mais de ce que j'ai vu, il est quand même intéressant par séquence. Je trouve que il a plutôt su trouver sa place dans l'attaque de son équipe. Il faut espérer pour lui que l'expérience de cette saison l'aide pour la suite. Il y a vraiment certains aspects de son jeu qui doit bosser. Moi, je vais pas te mentir, par certains aspects, par certains moments, par certaines séquences cette saison, il m'a parfois fait penser au Lonzo Ball de l'époque Lakers, dans le sens où on sent qu'il y a une vraie marge de progression en attaque, où on sent que ce mec-là, il a un vrai QI basket, qu'il est vraiment... il peut faire beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'il montre, et j'ai aucun doute là-dessus, quoi. Maintenant, pour y arriver, il va falloir tomber au bon endroit, il va falloir travailler assez, enfin voilà, c'est... Quand C'est j'en avais compliqué. parlé avec Georges Eddy, que j'avais eu le plaisir de recevoir pendant la saison, là, voilà, pour moi, c'est ce qu'il avait dit aussi, c'est que c'est une question d'attitude après aussi, tu Ouais, vois. aussi, ouais, tout à fait. Et tu sens que il y a pas, enfin, il manque un truc, quoi. Mentalement, il manque un truc. Ouais. Ouais, après, Il y a ça... la volonté de bien faire, il y a la volonté je sais pas. Ouais, mais tu vois, ce truc qui lui manque, ça peut lui être apporté par un coach, par un coéquipier, par... Tu vois, le déclic, il peut venir d'éléments, il peut venir aussi d'éléments qui sont relatifs à l'endroit où il évolue, quoi. Ouais, c'est sûr. On verra. Il y avait un autre Français dont tu voulais parler, parce que moi, il y en a un dernier. Vas-y, dis-moi. Moi, je voulais parler d'Ousmane Dieng. Ouais, bah très bien, c'est pareil. Voilà, rookie du Thunder. Alors là, pour le coup, voilà, lui, c'est pareil. Hein, on peut dire, si tu regardes les chiffres bruts, il n'y a pas de quoi s'extasier, tout ça. Mais il y a eu quelques très bons matchs euh, pendant la saison. Là, pendant le mois de mars, il y a eu notamment un très bon match face aux Spurs et face aux Warriors. C'était vraiment très, très intriguant. Et tu vois que Marc Degnaud, le coach du Thunder, euh, compte sur lui. Enfin, il a pas peur de lui filer quelques minutes. Et quand il a des minutes, eh ben, il est pas inefficace. Loin de là, je trouve qu'il montre des bonnes choses. J'aime son profil physique, j'aime ce qu'il apporte sur le terrain quand voilà. Et je trouve pour le coup, lui, il est assez libéré dans sa tête pour l'instant. Il a pas l'air de, ça a peur il a peur d'être bloqué, de se bloquer tout seul. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, moi J'ai l'impression aussi. que le Thunder a confiance en lui Mhm. et je croise les doigts pour que ça soit le cas parce que j'aime le peu de fois où je l'ai vu, parce que c'est pas, enfin, pour le coup, le Thunder, j'ai pas mal suivi cette saison. J'avais regardé ce match face aux Spurs notamment et j'aime bien sa façon de jouer, j'aime bien son attitude sur le terrain. Maintenant, où ça va aller à l'avenir, surtout quand le Thunder, parce que le Thunder va commencer à avoir quelques ambitions
Ouais. dès la saison prochaine. Hein. Voilà, je me demande à quoi ça va ressembler la suite de sa carrière. Mais il a quand même été sélectionné en 11e position, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien et je suis d'accord avec toi, il y a un vrai enfin il a vraiment l'air d'avoir du talent. C'est un peu dommage, il s'est blessé au poignet en décembre, c'est dommage qu'il ait pas pu vivre une saison rookie complète mais effectivement il montre vraiment souvent des belles choses quand il peut jouer. Il va falloir ajuster la mire sur le shoot extérieur parce que bah, c'est important aujourd'hui en NBA, mais ça fait effectivement plaisir de voir que son coach lui donne du temps de jeu dans une équipe qui est jeune mais qui va effectivement assez rapidement vouloir progresser et avoir des objectifs. Donc en tout cas, il y a des signes qui sont positifs sur le fait que la franchise croit en lui pour les années à venir. Donc espérons qu'il grandisse avec cette équipe, quoi. Tout à fait, ouais. Ouais, à voir. On va parler pour le coup, pour terminer ce podcast, d'un Français qui lui va écrire l'histoire, Tony Parker. Encore une fois, hein, toujours lui qui va faire partie de cette promotion 2023. Il va rentrer au Hall of Fame. Donc le Hall of Fame, l'entrée au Hall of Fame, ça sera en août, le 12 août prochain, très précisément. Il va rentrer là-bas avec Dwayne Wade et Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Greg Popovich et Becky Hammon. Très sincèrement, je regardais un petit peu les classes de draft historiques de la NBA. Je pense que c'est une des toutes meilleures de l'histoire. Clairement. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est 2009, tu avais Jordan, David Robinson, John Stockton. C'était pas mal, c'était solide. Et tu as eu 2020 avec Tim Duncan, Kevin Garnett et Kobe Bryant. Pareil, c'était du haut niveau. Ouais, c'était pas Mais mal, ouais. je trouve que cette classe 2023, elle est très très bonne. Et j'adore le fait qu'il y a il y a pas mal, il y a deux rivalités hyper marquantes là-dedans. Il y a Tony Parker, Pau Gasol Ouais. pour leur rivalité sur la scène internationale, France-Espagne. Il y a eu ce documentaire d'ailleurs sur Pau Gasol qui a été diffusé où Tony Parker explique que à cause de Pau Gasol, il y a énormément de titres qui lui sont passés sous le nez Bah, tu m'étonnes. sur la scène internationale. Donc ça m'a fait rire. Voilà. Et cette rivalité Dwayne Wade-Dirk Nowitzki, enfin, comment leurs destins sont liés quelque part, parce que le premier titre de Wade, il l'a remporté face aux Dallas Mavericks de Nowitzki, et Nowitzki a remporté son seul titre en carrière face à Dwayne Wade en 2011 et les Heatles, Dwayne Wade, LeBron James et Chris Bosh, une des plus belles finales que j'ai jamais vues de ma vie, clairement. Ouais. Et surtout que c'était complètement inattendu. Enfin, clairement, hein, les Mavericks, quasiment tout le monde les donnait perdants au premier tour face à Portland, qu'ils ont gagné 4-2. Ils ont sweepé les Lakers après 4-0. Ils gagnent contre le Thunder, qui était en train de monter en puissance avec Harden, Durant et Westbrook, qui étaient des gamins, hein, en finale de conférence 4-1. Et cette finale incroyable. Bref. Et je trouve ça marrant, en fait, qu'il y ait ça. Puis Popovich, Becky Hammon. Bah ouais. Enfin, c'est une cuvée de rêve. Enfin, en tout cas, tu vois, pour les gens de ma génération, moi j'ai la trentaine, j'ai commencé à suivre la NBA dans les années 2000. Tu me dis Parker, Nowitzki, Gasol, Dwayne Wade, j'ai des étoiles dans les yeux. J'ai Tu m'étonnes. tellement de souvenirs rattachés à ces quatre noms, et je parle même pas de Popovich, qui pour beaucoup est l'un des, sinon le meilleur entraîneur de l'histoire de la NBA. Donc, ouais, c'est une cérémonie qui va être... Enfin, moi, c'est impossible que je loupe ça, quoi. C'est impossible que je loupe ça, et c'est, ouais, pour Tony, c'est incroyable. Enfin, c'est l'honneur ultime pour un basketteur NBA. Il l'a répété plusieurs fois, d'ailleurs, notamment après la petite polémique sur son absence de la liste des 75 plus grands joueurs de l'histoire de la Ligue. Pour lui, la seule chose qui comptait vraiment, c'était le Hall of Fame. En plus, il y entre avec Pop, avec Becky Hammon, qui a également un fort lien avec les Spurs, puisqu'elle a été l'assistante de Popovich pendant 7 ou 8 ans, je crois. Oui, tout à fait. Puis ça restera dans l'histoire à être la première femme à Ouais, coacher une équipe pendant un match officiel de NBA. C'était le 30 décembre 2020. Elle était assistante de Popovich aux Spurs et il l'a laissée. C'est elle qui l'avait nommée pour prendre les rênes de l'équipe sur ce match. et voilà, et Voilà. Nowitzki, bah, tu l'as dit, c'est probablement le plus beau titre, enfin c'est un des plus beaux titres qu'on ait vu ces dernières années. Pau Gasol, moi, bah, lui aussi d'ailleurs est un grand oublié de la liste des 75 meilleurs joueurs de l'histoire. Et moi, Pau Gasol, j'ai forcément des sentiments qui sont assez contradictoires à son sujet, parce que je l'ai tellement adoré sous le maillot des Lakers et je l'ai tellement détesté sous le maillot de l'équipe espagnole que, tu vois, c'est un mec qui est hyper important dans ma relation au basket, quoi, dans mon histoire de fan de basket. Donc, Ce qui est drôle, c'est que quand on gagne en 2013, c'est l'année où Pau Gasol ne vient pas avec la sélection. ouais.
Et Tony Parker qui dit, bah, je suis content qu'il soit pas venu pour me laisser gagner mon titre au moins une Bah fois. ouais. Ça me fait tellement rire. Donc voilà, pour les fans des Lakers, Pau Gasol, c'est vraiment un joueur à part, quoi, parce que bah, au-delà de ce qu'il a fait sous le maillot de la franchise, il y a aussi le fait qu'il ait été si proche de Kobe Bryant, il laisse jamais passer une occasion de lui rendre hommage, de rappeler à quel point ils étaient proches. Enfin, voilà, ça. Il est champion du monde en 2006 avec l'Espagne, ce qui est énorme. Ouais, Parce ouais. que à une époque, ça fait partie c'est rares sont les équipes qui ont gagné des titres sur la scène internationale euh, à partir du moment où les Américains ont emmené les joueurs pros, quoi. Tout à fait, tout à fait. Enfin C'est voilà, très peu. c'est une cuvée qui est vraiment, c'est une cuvée qui est extraordinaire, quoi. Enfin, tu vois, pour moi vraiment, tu vois, fan européen de NBA qui a commencé à suivre la ligue dans les années 2000, vraiment cette cuvée, elle est magnifique, quoi. Et c'est génial. Je suis très content de voir ça, quoi. Je suis très très content. Et pour Tipeee, c'est enfin, je pense qu'on se rend pas compte de à quel point le basket français est redevable à ce mec-là et quelle carrière extraordinaire et quelle récompense mais tellement méritée. C'est génial. J'ai trop hâte de l'entendre parler de ça. Enfin ouais, trop bien. Et puis la mentalité de ce joueur, tu vois, on parlait tout à l'heure des difficultés des uns et des autres dans le camp français en NBA actuellement. Tony Parker, il a pu être d'ailleurs attaqué à ce niveau-là sur son espèce une attitude qui pouvait sembler arrogante, du moins du point de vue français, parfois dans sa carrière. Mais sans ça, je pense qu'il fait pas la carrière qu'il a, quoi. Ah ben bien sûr. Et Tony Parker, c'est 4 titres de champion avec les Spurs. Il faut bien réaliser que le gars est coaché par Popovich, qui le coach mais comme un fou. C'est légendaire aujourd'hui toutes ces histoires de comment Popovich était sur son dos, et n'empêche qu'il a encaissé ça, que c'était un gamin quand il est arrivé dans la ligue et qu'il a jamais lâché, qu'il a jamais cédé, c'est quand même un joueur qui a affronté les Lakers de Kobe Bryant et de Shaquille O'Neal au moment où ces deux gars-là dominaient la ligue. Ils se sont imposés face aux Pistons de Détroit quand avait Ben Wallace, Rashid Wallace, Rip Hamilton, Chauncey Billups. Il a battu LeBron James quand LeBron James était à Cleveland. D'ailleurs, il est MVP des finales en 2007, un sweep. Oui, il faut le dire quand même. Il est MVP des finales en 2007, quoi. Voilà, On parle d'un joueur français. ils affrontent le Heat en 2013. Ils perdent de façon absolument horrible face au Heat de LeBron James ou Dwayne Wade, Chris Bosh. Cette saison-là, où d'ailleurs, je ne sais plus combien de séries de victoires ils avaient eu, le Heat, 27, 28, je ne sais plus. Bref, ils semblaient invincibles. Et ils reviennent l'année suivante et ils gagnent le 4e titre de la carrière de Tipeee, le 5e titre de l'histoire des Spurs. Enfin, je veux dire, sa carrière est absolument magnifique, quoi. Sa carrière est magnifique et elle s'inscrit vraiment sous le signe du collectif, et c'est aussi pour ça que c'est assez chouette de le voir intégrer le Hall of Fame avec Popovich et avec Becky Hammon. Ça rappelle un peu cette dimension collective de cette équipe, quoi. C'est incroyable, quoi. Quelle carrière, Tony Incroyable, Parker. mais incroyable. Quelle carrière. Mais ce gars-là a été titulaire dans des équipes championnes NBA, titulaire indiscutable. Il était même à un moment au centre de système de jeu de Popovich. Oui, la présence de Duncan était indispensable. Hein. Tout le monde sait que Duncan, c'était le pilier ultime de cette équipe, au moment de sa retraite en 2016. Mais Tony Parker a eu des responsabilités, a joué un rôle dans cette équipe, bien sûr. moteur à chaque fois. Mais bien sûr. Je veux dire, c'est admirable, mais oui, admirable en tout point. Et j'espère qu'on sera nombreux, même si c'est au cœur de l'été, qu'on sera nombreux à célébrer cet homme, ce sportif français qui, franchement, c'est... Ouais. Il faut pas banaliser sa carrière. Enfin, voilà. Mais absolument pas. Je veux dire, je pense que, tu vois, moi, j'étais fan de NBA avant que Tony Parker arrive dans la ligue, mais ce gars-là a tout changé quelque part en France. Mais bien sûr. C'est incroyable. Ouais, incroyable. Et puis là, tu vois, on vient de faire le bilan de la saison des Français. Enfin, tu vois, c'est genre, on sort d'une saison où les Français ont pas forcément particulièrement brillé, même si tout n'est pas négatif, hein, très loin de là, mais on a connu une époque où on avait un Français qui était MVP des finales,
On a connu une époque où on avait un Français qui était le meneur d'un des collectifs les plus génial à avoir joué. Qui a dominé la ligue pendant 15 ans, quoi. C'est incroyable, quoi. Enfin, vraiment, Complètement. pour tous ceux qui ont découvert la NBA dans les années 2010, via notamment l'épopée des Warriors, vraiment, vous avez loupé un truc de fou, et vraiment, ne banalisez pas ça. Vraiment, Tony Parker est tellement important dans l'histoire de la NBA en France et dans l'histoire du basket français. Et Enfin, c'était un vraiment... gamin à son arrivée dans la ligue. Ouais. Et tout de suite, le gars, il s'est retrouvé dans un club. Il s'est pas retrouvé dans un club qui était en reconstruction. Il s'est retrouvé dans un club où on a dit, salut Tony, bon bah tu vas être titulaire. Mais bien sûr. Tu vas prendre la place d'Avery Johnson, qui était un meneur adulé par les fans des Spurs. Parce que, et notamment, il avait gagné le titre avec les Spurs en 99. 99, année où Popovich a manqué de se faire virer comme une merde en plein milieu de la saison, et qui finira par devenir le coach qu'il est aujourd'hui. Enfin, je veux dire, à quoi ça tient là ? À quoi ça tient ta vie et ta carrière parfois ? Ouais, à rien du tout. Et puis à quoi ça tient la place de la NBA en France ? Enfin, je suis vraiment... Oui. C'est du what if, mais sans Tony Parker, je suis pas sûr qu'on ait des matchs de NBA à Paris plutôt qu'à Londres. Je suis pas sûr qu'on ait autant de médias NBA qui aient émergé ces 10 dernières années. Je suis pas sûr... Tu vois, enfin, vraiment, si vous êtes fan de NBA aujourd'hui et que vous êtes français, même si vous vous en rendez pas compte, eh ben, d'une certaine manière, c'est un peu grâce à Tony Parker. Sachez-le, c'est clair et net, quoi. C'est clair. Ouais, et je pense que le plus important, c'est ce que tu as dit, Charles. C'est la durée qu'il a eue au plus haut niveau. Bah ouais. Au plus haut niveau de la NBA. Ce gars faisait partie du club le plus redouté de toute la ligue. Enfin, je veux dire, faut bien recadrer le truc, quoi. C'est les Spurs, c'est le basket à l'état pur. Je sais pas. Moi, la période au tout début de la carrière de Tipeee, la période où c'était vraiment les Twin Towers avec Tim Duncan et David Robinson, c'était pas un jeu que j'appréciais énormément. Je vais pas mentir. À partir du moment où Tony Parker et Manu Ginobili sont beaucoup plus impliqués dans le succès du club, hein, clairement, on va dire, au moment où de la retraite de David Robinson, dès 2005, déjà, 2005, il commence à y avoir ce jeu un peu, quoi. Et après, Popovich va s'adapter au jeu tel qu'il est pratiqué, à savoir le jeu pratiqué par Phoenix, par Dallas, ce jeu un peu plus rapide avec du shoot extérieur, tout ça. Et quand tu vois les Spurs, je repense aux Spurs 2012, ou les Spurs 2014, qui est clairement, j'arrête pas de le dire tout le temps, je sais pas si c'est clair pour les auditeurs, mais les Spurs 2014, cette montée en puissance pendant les playoffs, je pense que c'est le meilleur basket joué dans cette ligue que j'ai vu de toute ma vie, si ce n'est les Bulls peut-être en 96 où c'était vraiment magnifique. Toute cette saison était royale. Les Warriors 2016, c'était encore autre chose, mais c'était très très beau aussi. Mais en tout cas, ça fait partie du gratin du basket jamais pratiqué pour moi. Ouais, tout à fait. Dans la ligue, quoi. Et Tony Parker était au centre de tout ça. Ouais, et voilà, et vraiment dans l'histoire de la NBA, il a une place importante. On l'a dit, il n'est pas dans les 75 plus grands, mais n'empêche que son absence a fait polémique, notamment aux États-Unis, où sa candidature a été défendue par plusieurs joueurs. Enfin voilà, c'est un mec marquant non seulement pour le basket en France, mais aussi en NBA, dans l'histoire de la ligue. Tony Parker, il restera, et c'est incroyable en fait, quoi. C'est incroyable, c'est génial, et merci Tony Parker. Eh ben on va terminer on va terminer là-dessus, Charles. C'est la meilleure conclusion que tu pouvais me donner à ce podcast. Merci Tony Parker. Chers auditeurs, merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine. Donc, comme je vous l'ai expliqué, potentiellement le lundi de Pâques, plus que vendredi prochain. Parce que là, on va commencer à rentrer en play-off, tout ça. C'est pareil, il y aura une programmation un peu particulière en play-off, notamment au niveau des vacances scolaires, là. Parce que je vous expliquerai ça en temps et en heure, mais je vais partir un moment. Donc, voilà. On va jongler, on va essayer de vous offrir quand même une couverture des play-offs idéale. Mais il va falloir s'ajuster un petit peu avec nos vies personnelles, hein, c'est comme ça. Moi, je suis un papa et il y a aussi des choses. La vie perso, c'est aussi très important. Mais avec Charlie, on va essayer de vous couvrir les playoffs. Hein, Charlie ? Ouais, avec plaisir. On va essayer de faire ça dès qu'on va rentrer dans le vif du sujet, en demi-finale de conf, finale de conf et finale NBA. On va essayer de vous proposer voire plusieurs numéros dans la semaine. On essaiera de vous gérer ça aux petits oignons. Voilà. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. À ciao, bye bye.